Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Percevoir une odeur est un processus apparemment simple qui fait en fait intervenir des mécanismes complexes permettant non seulement de détecter l'odeur lorsque le sujet est une sensation olfactive sans pour autant affecter le label à cette odeur, mais aussi de la reconnaître lorsque la qualité de l'odeur est accessible au sujet. On parle ainsi de seuil de détection et de seuil de reconnaissance d'une odeur. Ce sont des différents processus qui amènent à cette reconnaissance et à cette détection des odeurs que je vous propose de parcourir maintenant. Les trois principales dimensions d'une odeur, bien qu'il en existe d'autres, sont son intensité ou force, sa qualité ou identité, et sa tonalité hédonique, c'est-à-dire son caractère agréable ou désagréable. Les odeurs sont des mélanges très élaborés, constitués de dizaines, voire centaines de composants qui contribuent de façon très variable à l'odeur elle-même. Ainsi, pour l'odeur de rose, les analyses chimiques révèlent la présence d'environ 400 constituants appartenant à un grand nombre de familles chimiques, et ce ne sont que certains composés, pourtant présents à de très faibles concentrations, qui sont responsables du caractère particulier de cette odeur. La connaissance théorique de la perception des mélanges est de fait loin d'être satisfaisante, même si elle est bien connue empiriquement, puisque l'art des parfumeurs repose techniquement sur la composition de mélanges complexes. Il est en effet actuellement impossible de prévoir la qualité et l'intensité de l'odeur d'un mélange, même lorsqu'il n'a que deux composants dont on connaît les caractéristiques olfactives. Sur le plan de l'organisation du système olfactif, tous les vertébrés ne sont pas égaux. Certains sont même privés d'appareil olfactif, comme certains cétacés ou oiseaux. Chez la majorité des vertébrés, l'organe qui abrite la muqueuse olfactive, c'est-à-dire l'appareil récepteur du système olfactif, est pair. Il s'agit des deux cavités nasales qui s'ouvrent chacune vers l'environnement à l'avant par les narines. Le toit de ces cavités est limité par la lame criblée de l'os ethmoïde, dont les perforations laissent passer des filets nerveux olfactifs qui rejoignent ainsi le bulbe olfactif dans la boîte crânienne, sous le lobe frontal du cerveau. De là, après avoir fait synapse, l'information olfactive gagne par le tractus olfactif différents territoires cérébraux où elle sera traitée. La disposition anatomique de la muqueuse olfactive favorise le contact avec le fluide qui dilue les signaux chimiques qui composent les odeurs. La muqueuse olfactive est étalée sur une partie de la cavité nasale, logée dans des sacs ou chambres olfactifs, ou portée par des plis ou des enroulements osseux de forme et de nombre variables, que l'on appelle les cornets, qui tendent à augmenter la surface offerte aux échanges avec l'air ou même l'eau, comme chez les animaux aquatiques. Ainsi, la disposition de la muqueuse olfactive chez les diverses espèces de vertébrés peut être très différente, et chez le rat ou le chien, les cornets ne sont plus de simples lames osseuses lisses qui pendent de la paroi latérale de la cavité nasale, mais sont contournées et repliées. La surface recouverte de la muqueuse olfactive peut alors compter plusieurs dizaines de centimètres carrés et la cavité se trouve subdivisée, offrant plusieurs trajets possibles aux vecteurs fluides inspirés. Le système olfactif principal est en fait décomposable en sous-systèmes dont l'existence est variable selon les espèces et même selon les stades de développement embryonnaire. L'organe septal ou organe de Macérat, présent notamment chez le chien, est une surface olfactive déportée dans la portion ventrale de la cavité, c'est-à-dire exposée au flux respiratoire principal. Du fait de cette position avancée, on peut lui supposer un rôle de veille dont l'alerte pourrait provoquer l'éveil du système principal, en particulier par le recrutement des processus moteurs qui commandent les séquences de flairage. L'organe voméronasal, quant à lui, disparaît chez l'embryon humain âgé de 18 à 19 semaines.
Il est non seulement sensible, comme le système principal, à des molécules volatiles de faible poids moléculaire, mais également à des molécules non volatiles et solubles dans l'eau. Enfin, il faut ajouter que le système olfactif n'est pas dans la cavité nasale la seule source d'informations relatives à l'environnement chimique. La muqueuse olfactive elle-même reçoit une innervation extrinsèque, notamment par le nerf trijumeau, dont les fibres sensitives détectent des stimulus chimiques irritants se dissolvant dans le mucus. La muqueuse olfactive se distingue tant par son origine embryologique que par son organisation histologique de la muqueuse respiratoire située plus en arrière. Elle est tapissée par l'épithélium olfactif, qui est constitué de 3 types de cellules. Les cellules de soutien, les cellules basales, et enfin les cellules neuroréceptrices, c'est-à-dire les neurones olfactifs. Les cellules de soutien se juxtaposent entre les neurones olfactifs et permettent ainsi de les isoler les uns des autres. Elles participent aussi à la régulation des concentrations ioniques, notamment à la régulation potassique. D'une façon générale, elles contribuent à la régulation de l'environnement des neurones olfactifs. Les cellules basales, immatures, sont pourvues d'une activité mitotique leur permettant de se transformer en neurones olfactifs immatures, puis en neurones olfactifs matures. Elles régénèrent donc la population neuronale de l'épithélium olfactif, et cette neurogénèse olfactive se maintient chez le mammifère adulte. Au sein de l'épithélium olfactif se trouvent, comme nous l'avons dit, les neurones récepteurs olfactifs qui présentent spontanément, en l'absence de tout stimulus odorant, une activité électrique consistant en l'émission de potentiels d'action à une cadence basse et aléatoire. Le corps cellulaire de ces neurones porte une dendrite unique, dirigée vers la surface de la muqueuse, et qui se termine par une vésicule portant une touffe de cils olfactifs baignant dans un mucus protecteur. La perception de l'odeur est due à l'interaction entre les molécules de la substance odorante contenue dans l'air aspiré et des protéines portées par les cils des cellules olfactives. Ces protéines ressemblent à l'opsine, le pigment qui est impliqué dans la perception de la lumière. Pour que la substance soit odorante, c'est-à-dire pour que la cellule réceptrice envoie un signal vers le cerveau, il faut qu'un nombre suffisant de molécules arrive au contact des protéines. Cela dépend, entre autres, de la solubilité de ces molécules dans le mucus, ce qui pose un problème tout particulier, parce que la plupart des substances odorantes sont assez peu solubles dans l'eau. On dit qu'elles sont hydrophobes. Dans ces conditions, le mucus constitue pour elles une barrière difficile à franchir. Mais la découverte de protéines du mucus capables de se lier avec des molécules peu solubles, qu'on appelle OBP, pour Odorant Binding Proteins, offre une explication à la possibilité qu'elles ont de traverser tout de même le mucus. Les molécules odorantes peuvent ensuite agir sur les protéines réceptrices, et l'on appelle transduction olfactive la séquence des événements qui fait suite à la liaison entre la molécule odorante et la protéine réceptrice, liaison qui modifie la perméabilité membranaire aux ions sodium et potassium et permet, comme pour d'autres neurones, la genèse de potentiels d'action qui sont propagés dans les axones des nerfs olfactifs jusqu'au relais bulbaire. Pour une odeur donnée et à une concentration donnée, certaines cellules ne seront pas actives, d'autres, la majorité, seront excitées, et certaines, très rarement, seront inhibées. Ainsi, un même neurorécepteur peut être excité par de nombreuses odeurs, et cette faible sélectivité de la population des neurorécepteurs implique que pour différentes odeurs, les ensembles de cellules activées seront recouvrants. Cependant, cette réactivité commune est compensée par le fait que les cellules présentent des différences de sensibilité en fonction de l'odeur et de la concentration. Ainsi, parmi les neurorécepteurs communément excités par 2 odeurs,
ceux dont les réponses seront les plus précoces et les plus soutenues en fréquence ne seront pas les mêmes. L'ensemble de ces variables possibles laisse penser que le motif d'activation global, temporel des neurorécepteurs, c'est-à-dire leur motif d'activation au cours du temps, va être unique pour une odeur à une concentration donnée, et que la population des neurorécepteurs est ainsi capable de spécifier l'identité qualitative d'une odeur. Le message électrique généré au niveau de l'épithélium olfactif est transmis par le nerf olfactif au bulbe olfactif. Les axones des neurorécepteurs de l'épithélium olfactif convergent alors en des régions précises du bulbe olfactif, les glomérules olfactifs, qui constituent le premier relais de transmission synaptique de l'information olfactive entre l'épithélium olfactif du nez et le cerveau. Chaque glomérule reçoit les terminaisons axonales de plusieurs dizaines de milliers de neurorécepteurs qui se ramifient à l'intérieur du glomérule et établissent des contacts synaptiques avec les arborisations dendritiques d'une vingtaine de cellules mitrales. Ils reçoivent aussi les dendrites d'autres neurones de second ordre, les cellules à panache, ainsi que des terminaisons d'interneurones locaux. Le glomérule apparaît ainsi comme une structure close, sans corps cellulaire à l'intérieur. En plus de cette organisation horizontale, il existe aussi une organisation verticale en colonnes anatomiques, chaque colonne regroupant l'ensemble des cellules mitrales, cellules à panache et interneurones qui innervent un même glomérule. L'activité afférente produite par une stimulation olfactive est principalement confinée à un petit nombre de glomérules qui se présentent ainsi comme des unités d'activation du bulbe, les cellules mitrales issues d'un même glomérule répondant globalement de la même façon aux odeurs. Mais le code des odeurs ne se situe pas au niveau de la réponse individuelle des cellules mitrales, chaque cellule mitrale pouvant répondre à une large gamme d'odeurs et avec le même motif de réponse. Devant cette apparente absence de sélectivité de la part des cellules mitrales, le codage est plutôt envisagé comme de type populationnel, c'est-à-dire intéressant une population de cellules, et il peut alors être spatial et temporel. Dans un codage de type spatial, le code d'une odeur sera représenté par la carte spatiale d'activité bulbaire qui va être lue par la structure en aval du bulbe olfactif, le cortex olfactif, chaque odeur étant codée par une carte spécifique. La composante temporelle fait quant à elle référence à la notion d'assemblée de neurones dont la formation dépend de leur capacité à synchroniser leurs activités oscillatoires en fonction d'un stimulus olfactif donné. L'information spécifique de l'odeur serait alors contenue dans ces liens temporels qui se seraient créés entre certaines cellules mitrales. Au sortir du bulbe olfactif, les axones des cellules mitrales et des cellules à panache se rassemblent pour constituer un faisceau d'axones appelé tractus olfactif latéral qui contacte plusieurs structures corticales constituant le cortex olfactif primaire. Ainsi, l'organisation anatomique des voies olfactives centrales constitue une exception en regard des autres modalités sensorielles, car l'information en provenance de la périphérie ne relaie pas au niveau du thalamus avant d'atteindre le cortex. Parmi les aires corticales olfactives primaires, qui sont largement interconnectées, le cortex piriforme constitue la principale structure olfactive corticale, en tout cas chez l'animal, où il a été largement étudié. Il s'agit d'un cortex phylogénétiquement ancien qui, chez les mammifères, ne comporte que 3 couches histologiques. On parle donc de paléocortex pour le distinguer des autres aires corticales appelées néocortex et comprenant 6 couches histologiques. Les fibres afférentes en provenance du bulbe sont fortement distribuées sur l'ensemble de ce cortex et il n'existe donc pas d'organisation topographique des projections bulbo-corticales. Ainsi, contrairement au bulbe olfactif, il n'y a pas de carte spatiale d'activation particulière dans le cortex piriforme en réponse aux odeurs. Le cortex piriforme semble cependant avoir une hétérogénéité fonctionnelle
entre ses parties antérieures et postérieures, sa portion postérieure semblant plus particulièrement impliquée dans les processus de mémorisation des odeurs. De ce paléocortex qu'est le cortex piriforme partent des projections en direction du néocortex. Certaines empruntent le thalamus, d'autres court-circuitent ce relais et se rendent directement au néocortex. La zone de projection néocorticale principale des voies olfactives est située à l'avant du cerveau, dans le lobe frontal, au sein d'une région dite orbitaire, car elle se trouve au-dessus de l'orbite de l'œil. Des travaux faisant appel à des méthodes d'imagerie cérébrale chez l'homme ont en effet montré que l'aire olfactive du cortex frontal orbitaire s'activait lors de la stimulation olfactive. Ce cortex orbitaire serait impliqué à la fois dans la perception et la discrimination olfactive. Une différence d'activation apparaît entre les régions orbitaires droite et gauche, la région droite étant en général plus intensément marquée que la gauche. Cette asymétrie fonctionnelle est interprétée comme l'indication que l'hémisphère droit est prépondérant dans le traitement de l'information olfactive. Bien sûr, d'autres zones de projection de l'information olfactive existent dans le cerveau, en particulier concernant la valeur affective ou émotionnelle des odeurs. Cette dimension émotionnelle n'est certes pas spécifique des odeurs, et nombre de stimuli visuels, auditifs, gustatifs et sensitifs ont également des composantes émotionnelles. Néanmoins, la dimension affective des odeurs est particulièrement saillante, ce qui laisse bien sûr penser que les signaux olfactifs gagnent des régions du cerveau où sont engendrés les états émotionnels. Ces états impliquent le fonctionnement d'un ensemble d'aires cérébrales constituant ce qui a été désigné comme système limbique, vaste ensemble de régions interreliées comprenant notamment l'hippocampe, situé à la partie interne du lobe temporal et qui joue un rôle important dans les processus de mémorisation, et surtout l'amygdale, située juste en avant de l'hippocampe et qui semble être une structure clé pour la perception et la production des états émotionnels. D'autres zones jouent également un rôle important dans la représentation des états émotionnels positifs et négatifs, notamment la partie dite préfrontale du lobe frontal, ainsi que le cortex singulaire antérieur.